La- le quatrième espace, c'est l'espace bleu, que moi j'appelle l'espace de développement mental ou intellectuel. Eh bien, comme il le dit, on va se retrouver dans une sphère qui va être particulièrement cérébrale. Donc si on se ramène aux trois premiers espaces, le premier étant physique, donc c'est vraiment, je dirais principalement notre sens du toucher qui est sollicité. Dans le deuxième espace, on est dans un espace émotionnel et donc on pourrait ramener ça, si on le souhaite, à notre cerveau limbique. Euh, le thalamus, l'hypothalamus et l'ensemble des sphères qui gouvernent notre cerveau limbique, que l'on appelle le cerveau émotionnel. Le troisième, en fait, est un espace qui est créatif, donc on pourrait l'envoyer, le cas échéant, vers notre hémisphère droit, l'hémisphère droit de notre cerveau, mais également notre capacité à concrétiser par le corps, notamment lorsqu'il s'agit d'art ou d'activités créatives qui impliquent l'exercice du corps. Tandis que dans l'espace bleu, eh bien, on est essentiellement dans les zones du cortex et du néocortex. Donc on est dans un espace qui est mentalement, intellectuellement structuré et structurant, mais qui va, le cas échéant, se dissocier de l'ensemble de nos autres sièges euh, d'appréhension du monde, a fortiori du corps et des émotions. On dit que l'espace intellectuel ou mental est un espace froid, est un espace dépassionné. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, dans notre système Tikkun, on va se retrouver à nouveau avec les quatre éléments dans un espace intellectuel. Donc on pourrait dire en bas à gauche, vous avez la terre de l'air, en haut à gauche, vous avez l'eau de l'air, en bas à droite, le feu de l'air, et en haut à droite, l'air de l'air. Donc c'est là où l'air prend, le cas échéant, toute sa potentialité. Bon, donc dans le premier espace, eh bien, le pictogramme qui apparaît est une tête de mort, mais ce n'est pas par hasard. C'est un espace où l'intellect, le mental, va réaliser que la plupart des choses sont impermanentes. Et donc, c'est notre rapport à la mort, ou ce que les Grecs nommaient Thanatos. Et donc, c'est pas évident parce que, alors que l'on peut s'être, le cas échéant, réjoui d'avoir développé notre conscience matérielle, émotionnelle et créative préalablement, eh bien, tout à coup, on se rend compte que rien n'est permanent. Et que dans cette enveloppe corporelle ou charnelle que moi j'occupe, eh bien, il est plus que vraisemblable que je ne sois pas éternel. Et donc, c'est pas évident, certainement, de reconnaître qu'un jour viendra où nous disparaîtrons, moi, a fortiori. J'en suis navré, très sincèrement. Mais donc voilà, il y a à un moment donné une prise de conscience qui se fait, et donc notre rapport à la mort, ce qui veut dire finalement à l'impermanence des choses, passe par la structuration de notre mental. Mais ça nous permet également de nous rendre compte que la mort revêt différents caractères qui sont fort heureusement, la plupart du temps, symboliques. Nous ne sommes pas confrontés au quotidien à cette mort physique des êtres et de ceux et celles que nous aimons, mais également à la mort symbolique d'un certain nombre de concepts, d'idées ou d'attachements. Et donc c'est très important cette étape parce qu'en reconnaissant l'impermanence des choses, eh bien, nous allons pouvoir faire toute une série de deuils tout au long de notre vie. Les deuils, ça peut être simplement la perte d'un jouet qui nous était cher quand nous étions enfants, un doudou qui tout à coup vient à disparaître. Eh bien c'est terrible. Mais bon, il y a d'autres deuils bien entendu. Alors, l'étape numéro 2, c'est celle que moi j'appelle l'étape de la guérison. Et c'est là où je vais revenir à la structure du N au niveau du cheminement de Tikkun, puisque cette étape correspond à la position numéro 14 dans le tarot, et à 14 correspond la lettre N, ou Nun en hébreu. Et donc, c'est très important, parce que cette position, qui est une position mentale, donne
ou nous donne la capacité de réaliser des guérisons. Nous avions préalablement été confrontés à l'impermanence, cas échéant à la mort des choses, même si elles sont symboliques, eh bien, nous allons pouvoir guérir. Donc nous avons ce potentiel, ce pouvoir, qui est de guérir nos blessures, a fortiori lorsque ces blessures sont psycho-émotionnelles. Et c'est dans cet espace que ça va se passer, cet espace numéro 2. Et donc l'étape numéro 3, cet espace est l'espace de notre Eros. À gauche, la tête de mort représentait Thanatos, et donc la mort, ou la pulsion de mort, et à droite, Eros représenterait la pulsion de vie. Évidemment, cette pulsion de vie, elle est potentiellement immense, puisque lorsque nous nous sentons vivre, eh bien, nous aimerions, le cas échéant, prolonger cette sensation ad vitam. Mais ce n'est pas nécessairement possible. Donc, dans Eros, nous allons apprendre à apprivoiser nos désirs mentaux, qui, le cas échéant, trouvent une transposition dans d'autres secteurs ou dans d'autres espaces de développement, notamment passionnels. Et donc, dans l'Eros, nous allons être amenés à consciemment acquérir la maîtrise de notre ego, de notre Eros. Donc, un Eros, par exemple, un Eros disharmonieux ou déséquilibré pourrait donner naissance à différentes formes de perversion, qui, le cas échéant, donnent naissance à des manipulations et peut-être à des souffrances. Donc voilà, c'est la maison de l'Eros. La maison de l'Eros donne ensuite naissance à la maison de l'ego. Et donc voilà, l'ego, c'est une maison qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce qu'on a peut-être, vous aussi, beaucoup entendu dire que l'ego, c'est le grand monstre de notre conscience ou du développement de l'humanité, que l'ego est plutôt capable du pire. Moi, je dirais que l'ego est également capable du meilleur. En fait, l'ego, de mon point de vue, ou du point de vue de Tikkun, n'est associé à aucune connotation, ni positive ni négative. Ce sont simplement ces déséquilibres qui le rendent, le cas échéant, pervers. Et donc, un ego pervers va, le cas échéant, donner naissance à des comportements tels que le narcissisme, la mégalomanie, la mythomanie. J'en passe et d'autres. Et donc, l'ego, en fait, en soi, ce n'est jamais que la reconnaissance par l'individu de sa propre identité ou de la distinction de son identité, de son moi, par rapport à celui de l'autre. Et en fait, ce n'est que ça. Moi, je dirais même que si on prend ce terme égocentrique, eh bien, égocentrique, ce ne serait que regarder ou observer le monde à partir d'un seul point de vue ou d'un centre d'observation qui serait le moi. Donc moi, j'observe le monde. Au même titre qu'on a travaillé, on a connu des modèles géocentriques puis héliocentriques, eh bien, ce n'est finalement que l'observation de l'univers à partir d'un centre d'observation qui est tantôt la Terre, géo, tantôt le Soleil, hélio. Donc voilà, égocentrique, pour moi, c'est une position d'observation. Toujours est-il que cette conscience d'ego, eh bien, nous gagnerions à en acquérir la maîtrise et donc l'équilibre.